Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Vous connaissez bien sûr et vous aimez comme moi Madame de Sévigné, Marie de Rabutin-Chantal, la marquise. Ah oui, c'était une épistolière extraordinaire. Elle avait cette espèce d'esprit à la fois très brillant et très simple. Elle est la représentante du Paris du XVIIe siècle dans ce qu'il présente sans doute de plus raffiné, avec cette langue qui épouse littéralement le quotidien et qui exprime tellement bien l'esprit français. Qu'est-ce que c'est que l'esprit français ? C'est pas facile à définir. Une intelligence teintée d'ironie, une espèce de profondeur qui se dissimule parfois sous des airs de légèreté. Parler de Madame de Sévigné, comme nous l'avons souvent fait, ça pousse à évoquer l'autre célébrité de la famille, Madame Fille, si je puis dire, celle qui a été le cœur des préoccupations de sa mère, celle qui a été la correspondante privilégiée de Madame de Sévigné, c'est Madame de Grignan, bien sûr, sa fille. La comtesse de Grignan, avec cet échange de lettres extraordinaire qui, en dépit d'éloignements parfois longs et importants, permettait d'entretenir cette relation si privilégiée, cet amour filial extraordinaire de Madame de Sévigné, qui l'écrit elle-même. Elle aime sa fille, je la cite, « avec la même inclination que ce fleuve va de Lyon dans la mer », dit-elle en parlant du Rhône qu'elle est en train de descendre. Et elle ajoute, pour se moquer de sa propre sentimentalité, « cela est un peu poétique, mais cela est vrai ». Cette affection, évidemment, est assez émouvante, mais disons les choses, elle a tendance à exclure tous ceux qui n'y sont pas, tous ceux qui n'en font pas partie. Et ça pourrait évidemment pousser à ignorer les autres membres de la famille. Et pourtant, à côté de mesdames de Sévigné, si je puis dire, il y a bien des messieurs de Sévigné qui jouent un rôle essentiel dans la vie de nos deux épistolières. Et malgré des défauts importants, vous allez voir ça, ces deux hommes ne sont pas dénués de charme. Quant à leurs itinéraires, vous allez voir qu'ils ont quelque chose de romanesque, eux aussi. Bref, dans la famille de Sévigné, je demande le fils et le père. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors le premier d'entre eux, c'est Henri de Sévigné. On le retrouve en 1643, ce jeune aristocrate breton. Je dis jeune, il a une vingtaine d'années à l'époque où il vient d'arriver à Paris. Il est orphelin depuis 8 ans et là maintenant il se dit qu'il est grand temps qu'il se marie et pour ça il a plusieurs atouts. D'abord, il a ses titres, avec toute cette parentèle, ses ancêtres, des biens qui ne sont pas inintéressants. Il a aussi des appuis familiaux, notamment les Gondy, parmi lesquels figure l'archevêque de Paris, le futur cardinal de Retz. Mais Henri a un autre avantage, disons-le, qui est plus évident, c'est qu'il est ravissant. Il porte une espèce de mine de séducteur partout. Il est toujours charmant, ce jeune homme, en train de plaisanter, de rire ou de faire rire. Il est plein d'allant et d'énergie. Bref, il est tout à fait disposé à trouver une épouse qui sera non seulement bien née, mais sans doute assez charmante. Et autour de lui, il se trouve qu'on parle d'une autre orpheline. Et cette orpheline, elle s'appelle Marie de Rabutin-Chantal. Elle a 17-18 ans. C'est une demoiselle tout à fait charmante. Et alors, elle est illuminée littéralement par une intelligence assez prometteuse. Et puis, elle aussi est de bonne famille. Elle aussi est bien dotée. Et on va les réunir. Il y a une réception, ce qui va permettre à Henri de jauger sur pièce, si je puis dire. Voici ce que Huguette Champy nous dit. C'était dans la revue Histoire pour tous. Elle portait une robe pervenche, toute ruisselante de galons d'argent. Ses boucles claires se massaient en bouquets sur ses tempes, un collier de perles roses cerclait son cou. Le marquis invita la jeune fille à danser. Il s'aperçut alors que ses yeux étaient de couleurs différentes, ce qui apportait un piquant de plus à son regard. Il craignait qu'elle ne fût pédante, précieuse, insupportable en un mot. Mais Marie savait habilement masquer son savoir sous des propos plaisants. Son rire était un enchantement. Pourquoi est-ce qu'il craint, ce jeune homme, que la jeune fille soit précieuse ? Parce qu'on est en plein dans cette époque des précieuses, au tournant du règne de Louis XIII et de la régence d'Anne d'Autriche. Évidemment,
Le mariage ne va pas tarder, on l'organise, il a lieu sous les voûtes de l'église Saint-Gervais la nuit du 4 août 1644. Il a dû être un petit peu repoussé parce que le fiancé a été blessé rudement lors d'un duel, ce qui aurait pu être un présage quand même assez inquiétant pour sa promise et pour ceux qui le soutiennent. Mais vous me direz, dans les années 1640, c'est le genre d'aventure qui n'est pas très rare. Bref, les Sévigné sont maintenant mariés et ils vont entamer une vie commune assez agréable entre leur somptueux hôtel parisien au Marais et leur joli château des Rochers qui se trouve en Bretagne, pas loin de Vitré. C'est une visite à faire d'ailleurs, même si le château a été beaucoup remanié, on y trouve un peu le souvenir des Sévigné, même beaucoup. D'un côté, vous avez la mondanité parisienne, si j'ose ce léger anachronisme. Madame de Sévigné s'est déjà beaucoup fait remarquer par cette espèce d'humour qui plaît beaucoup. Et puis de l'autre côté, là-bas en Bretagne, un quotidien un petit peu plus rural. Inutile de vous dire que pour elle, pour Marie, c'est une découverte complète, mais ça lui plaît. La famille s'agrandit avec 2 enfants. Françoise Marguerite, celle-là, j'ai même plus besoin de vous la présenter, c'est la future Madame de Grignan, bien sûr. Elle naît en 1646. Et puis, il y a un petit Charles qui vient en 1648. Il y a quand même 2 circonstances qui vont singulièrement bousculer le quotidien de ce petit clan. Première circonstance, c'est la Fronde, qui va marquer toute la fin de la décennie avec ses grands désordres. Au milieu de tout ça, les Sévigné ne sont pas du bon côté, parce que je vous l'ai dit, ils sont proches des Gondy, ils sont proches du cardinal de Retz, donc ils sont plutôt du côté rebelle. Et puis l'autre circonstance, elle touche davantage au rapport au sein du couple, puisque chez Henri, après quelques années, comment dire les choses? La fidélité n'est plus un dogme. Or, il se trouve que bientôt son regard va croiser celui d'une femme aux cheveux sombres, à la liberté sidérante. Si je commence à vous parler des cheveux sombres d'une dame de l'époque de la Fronde avec sa liberté sidérante, vous voyez que je suis déjà en train de faire entrer en scène Ninon de l'Enclos. Vous écoutez Radio Classique. On cancane, on colporte des commérages dans le Paris, le beau Paris que fréquentent les Sévigné. Et dans ce milieu du XVIIe siècle, nous sommes aux alentours de 1650, il se dit qu'Henri le Beau, Henri de Sévigné, fréquente la sulfureuse Ninon de l'Enclos. Et du reste, il n'est pas très discret, Henri. Il lui arrive d'agir en mufle. Il semble même avoir partagé sa félicité de mari infidèle avec le cousin de sa femme, le terrible Bussy Rabutin, qui va raconter ça lui aussi. Voilà ce qu'il dit, Bussy. Un jour, Sévigné m'avait dit qu'il avait passé la veille la plus agréable nuit du monde, non seulement pour lui, mais aussi pour la dame avec qui il l'avait passée. Il conclut: vous pouvez croire que ce n'est pas avec votre cousine. Ça, c'est Henri qui dit ça, vous vous rendez compte? Il est tout content de dire au cousin de sa femme qu'il l'a trompé, qu'il a trompé Marie. Bon. Évidemment, Madame de Sévigné serait assez mal placée pour aller se plaindre, puisqu'elle-même, disons les choses, n'est pas très portée sur la chose, justement, sur le commerce charnel. Voici ce que dit Roger Duchesne, qui est un de ses biographes. Sans aller jusqu'à parler de frigidité vécue dans la version pour l'acte conjugal, on peut penser à une sorte d'indifférence. Après avoir donné 2 enfants à son mari, dont un garçon, elle considère avoir fait son devoir et prêche désormais la continence. Elle préfère sa jeunesse, sa santé et sa beauté à des plaisirs qu'elle n'éprouve guère. En ce qui concerne Ninon, la marquise peut miser sur la patience, puisque on sait très bien que la belle Ninon ne garde pas souvent ses galants plus d'une saison, et même bien souvent moins d'une saison. Et c'est vrai que là encore, la rupture finit par survenir, ce qui soulage sans doute un peu l'épouse trompée. L'infidélité d'Henri se poursuit à ce moment-là avec une autre, et il va s'y engouffrer, là cette fois d'une façon plus dangereuse pour le ménage, puisqu'il va multiplier les dettes. Et Madame de Sévigné a beau avoir un petit peu de distance vis-à-vis de tout ça et du recul, elle finit par se lasser et elle opte pour une séparation de biens qui est tout à fait raisonnable. C'est pas tout à fait une séparation. Pour reprendre un mot de la marquise, son mari a été gâté. Elle aurait dit, comme le note Roger Duchesne: Monsieur de Sévigné m'estime et ne m'aime point, je l'aime et ne l'estime point. C'est assez joliment dit.
Mais c'est toujours joliment dit quand c'est elle qui parle. Au cœur de l'hiver 51, pendant que Henri est en train de continuer à faire la fête à Paris, la marquise va rester en Bretagne avec les enfants, avec Françoise et Charles, et c'est là qu'elle apprend une terrible nouvelle. À Paris, de graves injures ont été prêtées à Henri contre le chevalier d'Albret, qui est un rival malheureux dans le cœur de sa maîtresse. Les deux hommes se sont provoqués en duel. À l'époque, ça se fait encore beaucoup. Et le lieu désigné pour le combat a été Picpus. On a tenté une conciliation. Le rabibochage a fonctionné. Les deux gentilshommes, néanmoins, ont décidé, mais ça, ce sont des questions d'honneur, n'est-ce pas? Ils ont décidé de maintenir leur duel. Est-ce qu'ils l'ont fait par goût du panache ou par inconscience ou tout simplement par idiotie, ce vers quoi j'aurais tendance plutôt à incliner? Bref, ce qui est certain, c'est qu'en cet après-midi de février 1651, les épées se sont croisées. Je cite Conrart, le célèbre Conrart, le fondateur de l'Académie française, dans ses mémoires. Sévigné porta 3 ou 4 bottes au chevalier, qui eut ses chausses percées mais ne fut point blessé. Sévigné, continuant à lui porter, se découvrit, et l'autre, ayant pris son temps, lui présenta l'épée pour parer, dans laquelle Sévigné s'enferra lui-même et reçut un coup à travers du corps. Et voilà que le marquis a 27 ans et maintenant à l'agonie. Ça va durer 2 jours. Sa femme va découvrir en même temps l'histoire du duel, l'histoire de la blessure et celle de son veuvage. Le temps du deuil est venu pour Madame de Sévigné, qui certes a tout pour se remarier. Elle est une très belle héritière, extrêmement charmante, relativement jeune. Elle a sous sa responsabilité 2 enfants qui n'ont que 4 et 2 ans. Non, elle ne va pas se remarier, Marie. Elle va choisir le veuvage qui lui apporte toute la liberté du monde. On la voit finalement reprendre sa place au sein de ce beau Paris qui continue de la fêter. Et dans les années qui suivent, dans les salons, elle est tout à fait le genre d'invitée joyeuse et fine qu'on a plaisir à recevoir pour parfaire une conversation. Elle est exactement la convive idéale. On la voit deviser, alors avec tout ce qui compte dans ce Paris du grand siècle, Monsieur de Lafayette, Madame de Lafayette, Monsieur de la Rochefoucauld. On la voit avec La Fontaine, par exemple, et puis avec les épouses Caron. Vous voyez de qui je parle. Le temps passe, les enfants de Madame de Sévigné deviennent adolescents et puis deviennent adultes. À vrai dire, la marquise est un petit peu en peine de les établir, puisque Françoise, la ravissante Françoise, pour l'instant, a plus de soupirants que de candidats au véritable mariage. Quant à Charles, il entame en 1668, on est donc là dans les débuts du règne personnel de Louis XIV maintenant, j'allais dire, le décor de la pièce a changé. Il entame une carrière militaire et la vérité, c'est que visiblement, il a beaucoup en commun avec son défunt père. Il est lui aussi absolument séduisant, avec un beau visage, un charme taquin, pas mal de hardiesse. Mais alors, pour ce qui est du caractère, on va dire que ce beau physique cache un caractère pour le moins gâté, pour reprendre l'expression. Il n'a pas beaucoup de suite dans les idées, le pauvre Charles. Et puis, il y a ce grand bouleversement familial. Françoise finit par trouver un bon parti et elle devient donc comtesse de Grignan. Ce qui fait qu'au début de 1671, elle s'installe là-bas. À Grignan, elle s'installe en Provence. Madame de Sévigné lui écrit des mots fameux. « Ma douleur serait bien médiocre si je pouvais vous la dépeindre. Je ne l'entreprendrais pas aussi. J'ai beau chercher ma chère fille, je ne la trouve plus et tous les pas qu'elle fait l'éloignent de moi. » À ce moment-là, il y a une question qui se pose. Où Charles peut-il se situer à côté de cet amour si exclusif de la mère pour sa sœur, cet amour tellement immense et qui a été sublimé par la frustration et par la distance? Où peut-il trouver sa place, le pauvre Charles? Franck Ferrand sur Radio Classique. Dans Les grands hommes et leurs mères, joli sujet, voici ce qu'écrit Sabine Melchior-Bonnet. On compterait sur les doigts d'une main les poussées d'amertume qui le saisissent lorsque les élans de sa mère convergent exclusivement vers sa sœur Françoise.
Lui aussi aime et admire cette merveilleuse sœur et il plaisante sans jalousie sur la passion maternelle. On le voit jouer les médiateurs lorsque les relations se tendent entre mère et fille et c'est en partie grâce à son enjouement et sa générosité que l'harmonie familiale survit aux fâcheries et aux mille dragons de la vie quotidienne. Oui, mais comme le souligne l'historienne, Charles, qui a sa place dans le camp, reste tout de même à côté. Il est facilement considéré comme le représentant frivole de la famille, si vous voulez, comme une sorte d'adolescent qui refuserait de mûrir, et ça nous rappelle évidemment le tempérament de son père, c'est certain. Lui aussi d'ailleurs a pas mal de liaisons féminines, et d'ailleurs, à 20 ans de distance, il va marcher sur les brisées de son père. Le voilà à son tour dans le lit de Ninon de l'Enclos. Mais oui, moi qui n'y ai pas passé, me direz-vous. Elle a 50 ans, Ninon de l'Enclos, à l'époque, mais ça ne l'empêchera pas de continuer ce genre de relation jusqu'à bien plus tard encore. Bref, le jeune amant semble faire moins d'étincelles que son père, peut-on dire. Voici ce que nous dit en tout cas Roger Duchesne. En 1671, Charles a connu les mésaventures d'un fiasco. Il s'empresse de le raconter à sa mère, qui, à son tour, le raconte à Madame de Grignan. Je lui ai dit que j'étais ravi qu'il fût puni par où il avait péché. Il s'en est pris à moi et m'a dit que je lui avais donné de ma glace, qu'il se passerait fort bien de cette ressemblance. Eh oui, elle n'était pas portée sur la bagatelle, la mère, et visiblement le fils est, pour employer l'expression de Madame de Sévigné, demeuré court à l'érida. Bref, tout en regrettant avec ironie que son cher enfant se complaise dans des amours médiocres, Madame de Sévigné fait tout pour essayer de le marier néanmoins, mais on n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de candidates. La carrière militaire de Charles est également contrariée, non pas qu'il soit sans mérite. À 20 ans, il est parti combattre les Ottomans en Crète, et puis, c'était la grande époque de Candie, vous savez, et puis pendant la décennie 1670, on le voit encore s'exposer à Sénèf, à Mons. On ne peut pas dire pour autant qu'il sache seconder les mérites de courage qu'il montre sur le champ de bataille par des talents de diplomate dans les salons. Il ne sait pas prendre soin de sa carrière, ce pauvre Charles. On a l'impression, comme le dit justement Pierre-Louis Lancel, qui nous a concocté cette émission Grand Siècle, on a l'impression que, quel que soit le domaine dans lequel il s'exprime, Charles ne soit pas disposé à s'accomplir. Est-ce, demande Pierre-Louis, une fatalité de fils de géante? Peut-être pas. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il a 30 ans là maintenant, dans les années 1680, Charles. Il a souffert d'une lourde maladie. Il vit essentiellement en Bretagne, au château des Rochers, dont je vous parlais tout à l'heure. Et il va essayer de jouer un rôle localement. Et c'est lui qui va finalement le dégoter, ce bon parti que sa mère aura été incapable de lui proposer. C'est une demoiselle de Mauron qu'il épouse en 1684. Disons les choses, la mère est modérément emballée par la bru. Elle change 100 fois le jour de visage sans en trouver un bon, écrit-elle. Quel esprit! Elle est d'une extrême délicatesse. Elle ne se promène quasi pas. Elle a toujours froid. À 9h le soir, elle est toute éteinte. Les jours sont trop longs pour elle et le besoin qu'elle a d'être paresseuse fait qu'elle me laisse toute ma liberté afin que je lui laisse la sienne. Cela me fait un extrême plaisir. Il n'y a pas moyen de sentir qu'il y ait une autre maîtresse que moi dans cette maison. C'est d'une violence. Qu'importe, ce qui compte pour Charles, c'est qu'il ait réussi à se trouver lui-même son propre équilibre, si je puis dire, en dehors de la relation qui devient quasi malsaine entre la mère et la fille. Encore Sabine Melchior-Bonnet. Il a fallu que tombe le cordon de velours tressé par maman mignonne, c'est comme ça qu'il l'appelait, pour que l'homme mûr s'affranchisse et trouve sa propre voie. Il n'empêche qu'elle est très présente, Madame de Sévigné. Quand vous êtes le fils de Madame de Sévigné, il faut s'attendre à la voir toujours là, présente. Elle goûte ses séjours aux rochers qui ont tendance maintenant à s'attarder. Elle finit d'ailleurs par regarder sa belle-fille d'un œil un peu plus charitable. Bien sûr, elle sait bien que cette gamine ne lui arrivera jamais à la cheville, mais enfin, elle a des qualités. Et voici l'année 1696 marquée par la mort de Madame de Sévigné. Ses dernières dispositions privilégient sa fille. Charles se montre néanmoins grand prince. Il a pris depuis longtemps son parti d'une situation qui de toute façon l'a dépassé. Après tout, être moins aimé, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas aimé. L'ancien marquis Futil est devenu
presque un sage, si je puis dire, avec un quotidien cousu de tranquillité, et qu'il vit aussi bien en Bretagne qu'à Paris, une vie toujours plus tournée vers Dieu jusqu'à sa mort en 1713, 2 ans avant Louis XIV. Je ne résiste pas au plaisir de vous citer Saint-Simon, magnifique portrait que fait Saint-Simon au moment de la mort de Monsieur de Sévigné. Sévigné mourut sans enfant, retiré depuis quelque temps avec sa femme dans le faubourg Saint-Jacques dans une grande piété. Madame de Sévigné l'avait fort mis dans le monde et dans la meilleure compagnie. C'était un bon et honnête homme, mais moins un homme d'esprit que d'après un esprit, qui avait eu des aventures bizarres, peu mais bien servi, et qui, du naturel charmant et abondant de sa mère, et du précieux guindé et pointu de sa sœur, avait fait un mélange un peu gauche. Vous écoutez Radio Classique.